Bienvenue à la première capsule du chapitre sur les vecteurs. Donc, dans le cadre de cette capsule, on va s'attarder aux caractéristiques d'un vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur en particulier? Et comme d'habitude, lorsqu'on débute une nouvelle notion, je mets certaines images qui ont rapport avec ce qu'on va voir. Alors, des vecteurs, ben, en réalité, vous en avez déjà vu un peu parce que si on regarde cette image-ci, lorsqu'on étudie des forces, l'année passée, vous avez vu la notion de force efficace en sciences. Lorsqu'on étudie des forces, ben, en réalité, on représente ça par des vecteurs. Alors ici, on a le vecteur force qui est placé ici, et on a un autre vecteur qui est le vecteur de déplacement de la caisse, dans cet exemple-là. Après ça, bon, on va voir un peu plus tard des trajectoires, donc la vitesse, l'accélération, c'est des choses qui vont un petit peu plus loin. Donc ici, on a les deux vecteurs unitaires qui nous permettent de travailler en deux dimensions. Dans cette image ici qu'on retrouve à droite, c'est une situation statique. Alors, on a vraiment un tuyau de métal qui est retenu par une poulie. Et puis, il y a les forces qui sont à l'œuvre là-dedans. Donc, c'est une situation statique, ça ne bouge pas. Ici, c'est quelque chose qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans le chapitre. Alors, la règle de la main droite qu'on va retrouver lorsqu'on veut travailler un certain produit qu'on va retrouver dans les vecteurs. Et à l'œuvre, les forces qu'on peut retrouver sur Terre, donc différentes forces qui peuvent peut-être nourrir des intérêts pour certains d'entre vous pour travailler une activité d'approfondissement en lien avec les situations de la Terre, la météo, les vents, la force de Coriolis, ainsi de suite. Puis une petite blague mathématique qui a rapport avec ce qu'on va voir dans le chapitre, notamment quand on va travailler les démonstrations. Alors voilà pour cette présentation sommaire. On va maintenant entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, les caractéristiques des vecteurs. Alors tout d'abord, il faudra distinguer, lorsqu'on parle de vecteurs, ce qu'on appelle la grandeur scalaire versus la grandeur vectorielle. Donc, première chose bien importante à voir. Donc une grandeur scalaire, c'est une grandeur, donc une quantité entièrement définie par un nombre. Alors, par exemple, on pourrait dire, ce fruit a coûté 1,50 $. Alors ça, c'est 1,50 $, c'est une grandeur scalaire. On ne peut pas dire 1,50 $ dans une certaine direction. Donc la quantité, elle est entièrement définie par ce nombre-là, 1,50 $. On peut aussi dire, en fin de semaine, j'ai fait 60 km de vélo. J'ai fait 60 km de vélo, c'est donc la quantité, la distance parcourue pour cette fin de semaine. En ce qui concerne une grandeur vectorielle, en opposition à un vecteur scalaire, c'est une quantité qui est définie par un nombre et une orientation. Alors, cette fois-ci, on va parler de situations où on a une orientation. Par exemple, l'exemple qu'on vient de prendre du vélo, bon, imaginons qu'en fin de semaine, j'ai fait 60 km, mais j'ai roulé à 32 km/h en direction du sud-ouest-ouest. Alors ça, cette fois-ci, j'ai un nombre, 32 km/h. C'est un scalaire. Et j'ai une orientation, donc qui est nord-ouest-ouest. Alors, j'ai donc un nombre et une orientation, et on va le représenter par une flèche. Donc, voici un exemple, et on pourrait indiquer par-dessus 32 km/h, et ça se trouve être la mesure de ce vecteur. On va voir ça dans un instant. Ainsi, un vecteur, ça permet de définir simultanément une grandeur, une direction et un sens. Alors, la direction et le sens d'un vecteur constituent ce qu'on va appeler son orientation. On représente le vecteur par une flèche, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un segment orienté. Il y a une origine et une extrémité, dont voici un exemple. Alors ici, il y a le vecteur AB. Alors que tout à l'heure, donc V pour vecteur,
Et son origine, c'est A, son extrémité, c'est B. Tout à l'heure, dans l'exemple que j'avais, on avait le vecteur avec 32 km par heure. Donc ici, je pourrais écrire V comme V pour vecteur, mais je pourrais aussi décider que c'est V pour vitesse. Alors, ça serait un vecteur vitesse. Voilà. Et on va voir tout à l'heure qu'il faut distinguer le vecteur de sa norme, alors sa grandeur. Alors, on va le voir que, en quelque sorte, le vecteur en haut, c'est le vecteur vitesse. Donc, comme on a dit tout à l'heure, 32 km/h en direction nord-ouest-ouest. Par contre, on pourrait dire la vitesse est égale à la norme, donc sa mesure, la mesure du vecteur, qui, elle, est de 32 km par heure. Alors, ça n'a pas de sens de dire un vecteur de 32 km par heure, parce que c'est une grandeur scalaire. Par contre, dire 32 km par heure en direction nord-ouest-ouest, ben là, il s'agit d'un vecteur complètement défini parce qu'on a sa grandeur, sa direction et son sens. Alors, revenons au vecteur en général. Alors, voici le vecteur AB. Donc, et on utilise aussi petit v. On peut vraiment choisir la façon de faire. Souvent, on va utiliser les deux façons. Donc, un vecteur peut être désigné par une flèche minuscule, une lettre minuscule surmontée d'une flèche, comme cet exemple. On n'utilisera pas que V, on va utiliser d'autres lettres. Et par exemple, donc ici, on dirait que c'est le vecteur V. Si on utilise cette dénomination, ou on peut utiliser deux lettres majuscules ordonnées surmontées d'une flèche. Ordonnée, ça veut dire que donc de l'origine à l'extrémité. Alors ici, à la place de v, vecteur V, on pourrait aussi dire que c'est le vecteur de A à B. Attention, c'est des lettres majuscules. En mathématiques, les lettres majuscules sont la plupart du temps elles servent à définir des objets géométriques. Donc, ici, c'est des points. Alors que les lettres minuscules, ce sont des quantités. Évidemment, il y a des exceptions, comme on voit le petit vecteur V avec une flèche par-dessus, bien, il devient un vecteur, donc un objet géométrique aussi. Alors, bien important, l'orientation compte. Donc, le vecteur AB n'est pas la même chose que le vecteur BA. Si le vecteur BA, bien sûr, ça voudrait dire le contraire. Alors, ça serait ce vecteur-là qui serait de B vers A, à ne pas confondre. Alors, première caractéristique d'un vecteur, c'est celle qui est liée à la notion de scalaire, donc un nombre. C'est ce qu'on appelle la norme du vecteur. Donc, la norme du vecteur, on utilise les deux barres comme ça pour signifier, donc ça ressemble à une valeur absolue, et vous allez voir plus tard que ça se comporte vraiment très similaire, de façon très similaire. Mais c'est un nombre réel qui caractérise sa grandeur, la grandeur vectorielle représentée. Alors, tout à l'heure, on a dit que on roulait à une vitesse de 32 km par heure en direction du nord-ouest-ouest. Le 32 km par heure est la norme du vecteur vitesse. Et c'est ce qu'on, traditionnellement, c'est ce que dans le langage courant, on nomme la vitesse. Alors, on ne parle pas de vecteur, on parle dans ce cas-là de scalaire. Et donc, la norme, c'est un scalaire, c'est le nombre associé. Donc, tout à l'heure, mon exemple, ça aurait été que la norme du vecteur vitesse, je vous rappelle que c'est un hasard, hein, qu'on utilise V pour vecteur et V pour vitesse. Ici, ce serait de 32 km par heure. Et il y a toutes sortes d'autres situations que juste des situations de vitesse. Alors, ensuite de ça, bon, on a deux cas spéciaux. Donc, un vecteur dont la norme est 0, c'est-à-dire un vecteur qui a une grandeur de 0, on appelle ça un vecteur nul, et on note ça de la façon suivante. Donc, 0, donc c'est un 0 avec une flèche au-dessus. Ça va vous demander à quoi bien peut servir un vecteur nul, à quoi ça ressemble. On verra ça un petit peu plus tard, là. Et oui, c'est super important pour les propriétés algébriques des vecteurs qu'on puisse nommer l'élément neutre. Donc, l'élément neutre de l'addition, de la soustraction, donc le vecteur nul. Et le vecteur dont la norme est 1, donc qui mesure exactement 1 quoi? 1 km, 1 km par heure,
1 newton. Peu importe l'unité dans laquelle on va retrouver des vecteurs, c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Donc, encore une fois, c'est important d'avoir l'élément neutre. Cette fois-ci, c'est l'élément neutre de la multiplication. Les opérations, on les verra plus tard. Alors, graphiquement, la norme du vecteur est associée à sa longueur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, voici un exemple. J'ai représenté un vecteur. J'ai placé une droite horizontale, ça c'est bien important pour la suite. Et de ce vecteur que j'ai encore appelé V, là, je vais changer de nom bientôt, il y a une norme de 32. Ici, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas associé d'unité parce qu'on n'est pas dans un contexte. Alors ici, on pourrait dire que la norme du vecteur V, dans ce cas, est de 32. 32 quoi? On ne sait pas. On va donc écrire des unités. 32U. L'orientation du vecteur correspond à un angle formé par un vecteur et une droite horizontale passant par son origine. On s'arrête là pour l'instant. Donc, je pars de l'origine du vecteur. Je dois faire une droite horizontale qui passe par son origine. Et il est mesuré dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, donc je pars de là, anti-horaire par rapport à la partie de cette droite qui est située à droite du vecteur. Donc, on se situe là et je mesure l'angle dans ce sens-là. Donc, c'est ça que je vais aller écrire. Toujours dans ce sens-là que sont mesurés les angles. Et c'est ce qu'on appelle l'orientation du vecteur. Donc, les angles, souvent, on va utiliser en mathématiques des lettres grecques. Donc, je vais utiliser la lettre θ, qu'on va utiliser souvent. C'est comme le X pour les angles. Alors, θ qui est mon orientation ici, qu'on pourra aller mesurer. Ensuite, on peut représenter un vecteur dans un plan cartésien. Par exemple, ici, on a un vecteur d'origine C et d'extrémité D, donc le vecteur CD. Un peu comme pour le calcul d'une pente d'une droite qui passe par 2 points. On détermine une transition horizontale et une autre verticale. Alors ici, si on va du point C au point D, on doit aller 2 cases vers la gauche, donc 2 unités vers la gauche, et on descend ensuite vers D. Site de 6 unités. On dit que c'est le nombre A et B, ça importe peu le nom. Alors on dirait moins 2 ici et moins 6 comme ça. Alors voici comment on pourrait le représenter. Alors, on se fait le delta Y, c'est la différence des ordonnées, parce qu'on est dans le plan cartésien, n'oublions pas. Donc ici on a moins 2 en X et moins 6 en Y, et ça nous forme toujours un triangle rectangle. Ça, c'est bien important. On va pouvoir retrouver nos repères à l'aide de la trigonométrie, justement parce que c'est partout des triangles rectangles. Alors, dans notre exemple ici, on a A qui vaut moins 2 et B qui vaut moins 6. Ce qui nous donne le vecteur CD, ça s'écrit ainsi. CD égale moins 2, moins 6. Il faut bien comprendre que ce n'est vraiment pas le cas d'habitude. D'habitude, on va écrire mettons que je prends l'exemple d'un point. Je vais prendre le point 3, 4, qui est situé ici, 3 et 4, que j'appelle P. On va dire le P, 3, 4 comme ça, et non pas avec un égal. Dès qu'on met un égal, on n'est plus dans un point, mais bien dans un vecteur. Par exemple, je vais appeler le vecteur U égale 3, 4 de cette façon-là. Vous allez voir que c'est un abus de langage. 3, 4, ce serait ce vecteur-là, de là à là, le vecteur 3, 4. Et ça, ce serait le vecteur U. Bien important et différent de ce qu'on retrouve d'habitude avec les points et tout ce qu'on a dans le plan cartésien. Les vecteurs n'ont pas de position absolue. Donc, si on prend l'exemple du vecteur U que j'ai tracé là, un vecteur 3, 4, je pourrais en faire un autre qui serait tout à fait équivalent, qui serait celui-ci. Bon, lui, il est croche, là, mais vous voyez l'idée. Ça peut aussi être le vecteur U. En réalité, les vecteurs qui ont exactement les mêmes caractéristiques sont dits des vecteurs équivalents. Vous allez voir ça bientôt, comment on appelle ça. Alors voilà pour cette partie.
Il nous reste maintenant à faire le lien entre les composantes de vecteurs, telles qu'on vient de le voir, la grandeur du vecteur, qu'on appelle la norme, et l'orientation. C'est ce qu'on voit à l'instant. Avec cet exemple, alors qu'un vecteur soit représenté ou non dans un plan cartésien, il est possible de déduire sa norme, son orientation, et à partir de ses composantes et vice-versa. Alors, un vecteur W est représenté ici. Si on observe, ses composantes, comme on a vu précédemment, on peut tracer un triangle rectangle qu'on retrouve comme ça. Triangle rectangle. Alors, composante horizontale ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 en horizontal et 3 en vertical. Et bon, voilà pour ça. Donc, on pourrait dire que les composantes sont 8 et 3. La norme du vecteur, ben, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Alors, bien sûr, par Pythagore, on va dire que c'est le carré, c'est la racine carrée du carré de 8 additionné au carré de 3, ce qui va nous donner 64 et 9, 73, donc la racine carrée de 73, et ce sont des unités. Au tout début de la capsule, on avait des kilomètres par heure, on avait des kilomètres, on a diverses unités. Ici, pour l'instant, on n'a pas de contexte. Ensuite, c'est le temps de trouver l'orientation. L'orientation, je vous rappelle que c'est par rapport à une droite horizontale située à droite de l'origine. Donc, on prend l'origine ici du vecteur. À droite, donc droite horizontale, pour l'instant, il est bien placé. Et dans le sens anti-horaire. Alors, c'est l'angle qui est mesuré ici. Bien important, là, c'est pas n'importe où. On peut toujours trouver des triangles rectangles, mais ça ne donnera pas l'orientation, il va falloir la déduire. Alors voilà, on l'appelle encore θ pour l'instant. Et on s'aperçoit que comme on a le côté opposé et l'hypoténuse, on va le trouver par la tangente. Alors je vous rappelle que la tangente de l'angle que j'ai ici, qui est θ, est égale au côté opposé sur côté adjacent, donc 3 huitièmes. Moi, je veux l'angle. Alors, bien sûr, il faut aller calculer l'arc tangente de 3 huitièmes. Un petit rappel de l'année passée. Donc, pour arriver à ça, il faut faire l'opération inverse de la tangente, c'est-à-dire l'arc tangente. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et c'est comme ça qu'on aboutit sur l'arc tangente 3 huitièmes, qui est la mesure de mon angle. Bon, pour beaucoup, ça ne va pas vous satisfaire. Vous allez vouloir avoir 100 degrés. Alors, il suffit de le calculer. Donc, l'arc tangente de 3 huitièmes, en s'assurant d'être bel et bien en degrés, et non pas en radians ou en grades. Et ça nous donnerait environ 20 et 20,6 degrés. Dernière partie de cette capsule, on a un deuxième exemple d'un vecteur, qui est ici le vecteur UV. On ne l'a pas nommé autrement. Dont la norme est connue, c'est 6 unités, puisqu'il n'y a rien d'écrit, donc ce sont juste des unités, et dont l'orientation est bien faite, donc 210 degrés, toujours par rapport à la droite horizontale située à droite de l'origine, dans le sens anti-horaire. Et là, ben, on peut aller déduire cette mesure-là et cette mesure-là, qui sont les composantes A et B du vecteur. Alors, première chose, comme on a 210 degrés, on peut déduire que de l'angle plat, il nous reste donc 30 degrés, parce qu'on avait 180. 30 degrés. Et là, maintenant, on a l'hypoténuse, qui est de 6, un angle de 30 degrés. Et si on voulait aller euh, déduire le A ou le B, bon, il suffit de passer par la trigonométrie. Toutefois, juste un autre rappel, il y a un théorème qu'on a vu dans le passé qui dit que le côté opposé d'un angle de 30 degrés est toujours égal à la moitié de l'hypoténuse. Alors, on déduit déjà que B égale à 3. Et après ça, par Pythagore, par la relation de Pythagore, on pourrait aller déterminer que si B vaut 3 et que l'hypoténuse vaut 6, on peut aller déduire la mesure de A. Alors, mais je vais passer par la trigonométrie aussi. Alors, on dit que A donne A ici, c'était sur le côté adjacent et on a l'hypoténuse. Alors, on sait que, je vais vous reprendre du début, donc le cosinus de 30 degrés est égal au côté adjacent, petit a, sur l'hypoténuse qui vaut 6. Ce qui nous amène à dire que
petit a est égal à 6 fois le cosinus de 30. Et on pourrait le calculer, et ça va nous donner environ 5,93. Mais, je vous le dis aussi par Pythagore, on peut aller déterminer que si on a 3 au carré pour le b, 3 au carré plus a au carré que je ne connais pas va nous donner 6 au carré. On peut donc déduire que a carré est égal à 6 au carré duquel je retranche 3 au carré, ce qui me donne la racine carrée. Donc a va être égal à la racine carrée de 36 moins 9, c'est-à-dire 27. Et 27, c'est 3 racines de 3, parce que c'est 3 fois 9. Alors, le 6 cosinus de 30 degrés, qui donne environ 5,93, ben, en réalité, c'est 3 racines de 3 écrites de façon exacte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a le petit a qu'on a calculé de façon précise, 3 racines de 3. On a le petit b qu'on avait déduit par le théorème de l'angle opposé à 30 degrés. Et UV, ben, il va nous rester à l'exprimer. On va l'exprimer de la façon suivante, sous forme de composante. Alors, 3 racines de 3 et 3 ici. Il nous reste la mesure de l'angle WUV, qu'on avait donné comme étant 30 degrés. Bon, le lien entre tout ça, donc le lien entre les éléments d'un vecteur, donc normée orientation, et ce composant, comme on voit ici, à 3 racines de 3 sur 3, c'est donné par la relation suivante. Alors, le vecteur V, par exemple, est égal à la première composante, norme de V fois le cosinus de θ. Ça va nous donner la composante A. Norme de V, sinus de θ, ça va nous donner la composante B. Voici un dessin qui peut aller avec ça pour nous aider à le saisir. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que la notion d'angle est généralisée. Donc, on ne sera pas toujours dans un triangle rectangle. On va avoir des angles qui ne seront pas des angles aigus, même pas des angles obtus comme on a l'habitude de les voir, mais bien des fois des angles supérieurs à 180 degrés, comme l'exemple que j'ai là. Alors, ici, j'ai un angle clairement supérieur à 180 degrés, et avec une partie qui dépasse, comme l'exemple que j'ai en haut. Et la composante A, elle est négative, forcément, parce que j'ai dépassé 180 degrés. Et la composante B est négative aussi, parce que je suis en dessous. Donc, quand on va calculer le cosinus de l'angle, même si c'est un angle supérieur à 180 degrés, le cosinus et le sinus, les calculatrices vont le prendre automatiquement et vous allez automatiquement obtenir les valeurs négatives dans votre calcul. Alors voilà pour cette leçon. Vous êtes maintenant mûr pour vos premiers exercices.